Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège de Bernica. Bienvenue dans cette nouvelle émission sous forme de cours d'histoire. Je vous prie de m'excuser pour la suspension de cours qui a eu lieu hier. En effet, panne d'ordinateur. J'ai trouvé une solution de rechange qui n'est pas tout à fait satisfaisante, mais j'arrive à peu près à me débrouiller. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième et dernière partie du chapitre 8 consacré aux enjeux et conflits dans le monde après 1989. C'est une leçon pas évidente à suivre, notamment en ce qui concerne toutes les guerres qui se succèdent. Nous avions abordé la deuxième partie intitulée Un monde instable avec l'accroissement des guerres civiles. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le grand B sur les menaces terroristes et nucléaires qui se sont exercées sur le monde après 1989. On évoquera d'ailleurs plusieurs conflits. On évoquera les conflits persistants au Moyen-Orient. Et on terminera par quelque chose qui me paraît incontournable quand on parle d'enjeux dans le monde depuis 1989. Il s'agit de l'enjeu environnemental. Donc je pense que vous avez votre livre sous les yeux. On prend le livre page 142 aujourd'hui et que vous avez votre fiche de travail également à compléter sous les yeux. Alors page 142, évidemment vous avez un événement choc, un événement qui a ébahi le monde à ce moment-là. On est en 2001 et il s'agit des attentats du 11 septembre 2001. Alors que s'est-il passé ce 11 septembre 2001 ? 4 avions ont été simultanément détournés au-dessus du ciel des États-Unis. 2 avions se sont écrasés sur ce qu'on appelait le World Trade Center, c'est-à-dire 2 tours jumelles à New York, à Manhattan. Il y a un avion qui s'est également écrasé sur le ministère de la Défense à Washington, sur le Pentagone. Les chaînes de télévision ont pu filmer l'avion s'écrasant sur la 2e tour. Donc ça a été vu par des milliers de gens en direct à la télévision. Et évidemment, c'est un émoi terrible, car à ce moment-là, ces tours étaient occupées par des gens qui travaillaient dans leur bureau. Ces différents attentats feront environ 3000 morts. Je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous mettre en lien. On peut donc noter sur votre trace écrite les menaces terroristes ou nucléaires, document 1, page 142. Le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, c'est une date qu'on peut retenir. Les États-Unis sont frappés par des attaques terroristes. Des attaques terroristes islamistes. Des attaques terroristes islamistes. Alors, on peut lire le vocabulaire. Page 142, le terrorisme, c'est un mot qui vient de terreur. On nous donne ensemble des actions violentes, attentats, assassinats, visant à terroriser la population pour fragiliser un gouvernement, un État. C'est un terrorisme qui est islamiste, comme j'ai dit dans le cours, c'est-à-dire qu'il est mené par des groupes religieux, dont la religion est l'islam, mais qui ont une lecture de l'islam extrémiste, et qui considèrent que l'islam doit mener une guerre sainte, violente. Alors ces attaques islamistes, elles visent à déstabiliser les États-Unis, d'autant que ces 2 tours symbolisent la prospérité de l'économie, à ce moment-là la plus puissante du monde. Et pour la première fois, les États-Unis sont victimes d'attentats perpétrés par des étrangers sur leur sol. Cette date marque un tournant dans la conscience américaine et le début d'une nouvelle forme de guerre. C'est un attentat qui est revendiqué par l'organisation Al-Qaïda. Revendiqué par l'organisation Al-Qaïda, vous avez la définition page 142. Al-Qaïda, réseau terroriste islamiste créé par Oussama Ben Laden, dont le but est la création d'un État islamique
et l'affaiblissement des puissances occidentales par des attentats meurtriers sur leur sol. Alors ce réseau terroriste Al-Qaïda, qui veut dire la base en arabe, existe depuis les années 90. Il a déjà commis des attentats en août 98 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Vous vous en doutez, les États-Unis vont évidemment réagir. On va pouvoir prendre cette fois-ci la page 144. On va lire le texte, document 1, page 144. Alors ce texte est un discours de George W. Bush, c'est-à-dire le fils de George Bush qui avait mené la première guerre du Golfe, président des États-Unis de 2001 à 2009. Ce discours est prononcé devant le Congrès américain et il date du 20 septembre 2001, vous voyez, quelques jours après les attentats. On le lit. La réaction des États-Unis aux attentats du 11 septembre. Les éléments de preuve que nous avons rassemblés désignent tout un réseau d'organisations terroristes liées entre elles, connues sous le nom d'Al-Qaïda. Fermer immédiatement et de façon permanente tous les camps d'entraînement terroristes en Afghanistan, livrer aux autorités américaines tous les dirigeants de l'organisation Al-Qaïda qui se cachent sur votre terre. Là, il s'adresse aux autorités afghanes. En effet, on considère que ce réseau se cache en Afghanistan. À partir de maintenant, chaque pays qui continue d'abriter ou de soutenir le terrorisme sera considéré par les États-Unis comme un régime hostile. Ce soir, à quelques kilomètres du Pentagone, j'ai un message pour nos soldats. Tenez-vous prêts. J'ai demandé à nos forces armées de se tenir en alerte et il y a une raison. L'heure arrive où l'Amérique va agir et nous serons fiers de vous. Alors on considère que cette organisation Al-Qaïda a son centre névralgique établi en Afghanistan. L'Afghanistan, si vous regardez le document 2, page 144, vous avez une localisation de ce pays. C'est un pays dont on avait rapidement parlé lorsque je vous avais dit qu'en 1979, ce pays était envahi par l'URSS. À cette époque-là, pour lutter contre l'influence soviétique, les Américains avaient soutenu des groupes islamistes qu'on appelle des talibans en Afghanistan. L'URSS évacue ensuite l'Afghanistan et il s'avère que ces mêmes talibans hébergent, accueillent l'organisation Al-Qaïda et notamment le mollah Omar qui représente une sorte de guide spirituel et impose à ce moment-là en Afghanistan un islam très extrémiste. Alors on peut lire la définition de taliban, justement page 145, vocabulaire. Page 145, taliban. Membre d'un mouvement islamiste qui dirige l'Afghanistan à partir de 1996 jusqu'à l'arrivée des États-Unis en 2001. Ils ont caché Ben Laden et abrité des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Bon, vous vous en doutez, les États-Unis vont déclarer la guerre à l'Afghanistan. Ils ne partent pas seuls en guerre. Les réactions occidentales sont unanimes pour condamner les attentats de New York et soutenir les États-Unis. Même le président russe Vladimir Poutine se rallie à cette guerre antiterroriste qu'il assimile à la guerre qu'il a lui-même menée contre la région séparatiste de Tchétchénie au sud de la Russie. La France envoie quelques troupes sur le terrain, mais ce sont les Britanniques qui vont former l'essentiel de la coalition internationale. La chute du régime taliban est effective en décembre 2001. Le mollah Omar, soutien d'Al-Qaïda, est en fuite. La coalition internationale reste sur place pour trouver Ben Laden, caché dans des grottes, mais il n'arrive pas à le trouver malgré d'intenses bombardements. Des dizaines de terroristes présumés sont arrêtés et certains seront même envoyés dans un camp américain à Guantanamo, sur un petit bout d'île de Cuba qui est resté américain, sans bénéficier d'ailleurs du statut de prisonnier de guerre. Cette coalition internationale apparaît bien sur votre document 2, page 144, où on voit l'ensemble des pays qui ont pu intervenir à ce moment-là. On peut donc noter sur votre fiche de travail, document 1, page 144, les États-Unis répliquent en renversant le régime des talibans, vocabulaire page 145, en Afghanistan en 2001. Afghanistan, vous avez l'orthographe, page 144. La coalition internationale, sous l'égide de l'OTAN,
retirera ses troupes d'Afghanistan en 2014. Ce qui est nouveau dans les relations internationales et dans cette situation, c'est que le terrorisme est une forme d'ennemi tout à fait nouveau pour les grandes puissances militaires comme les États-Unis. Le terrorisme est imprévisible. On ne sait pas où il va attaquer. Également, on ne sait pas où il se cache. On ne sait pas comment l'attaquer, on ne sait pas où l'attaquer. Ce qui devient compliqué également, c'est que ce sont des combattants qui sont souvent cachés dans des zones reculées et on n'a pas affaire à des armées en ordre de bataille. Et ça va compliquer la tâche pour les grandes puissances et le terrorisme est difficile à éradiquer. Cette situation contribue d'ailleurs à rendre l'organisation du monde multipolaire et nouvelle. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les réunions, les congrès sur la sécurité se multiplient dans le monde, chacun démontrant la course à la sécurité intérieure qui s'opère notamment en Occident. Les droits fondamentaux du citoyen sont menacés par des mesures préventives comme les lois de sécurité intérieure édictées aux États-Unis suite aux attentats. Ces lois légalisent par exemple la surveillance du réseau Internet ou l'arrestation et l'interrogatoire de personnes suspectes, notamment d'origine musulmane. Pourtant, Oussama Ben Laden échappe toujours à ses poursuivants et les attentats attribués à Al-Qaïda s'enchaînent, le réseau terroriste appelant à la guerre sainte contre les intérêts occidentaux. Le président américain, lui, de son côté, place son pays en croisade contre le terrorisme, en définissant ce qu'il a appelé un axe du mal. Dans cet axe du mal, il parle également d'État voyou. Eh bien, il désigne quel pays, puisqu'on n'a pas réussi à trouver Ben Laden en Afghanistan, eh bien, il désigne à ce moment-là l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord comme ennemis. Les États-Unis vont évoquer à l'ONU la présence d'armes de destruction massive, notamment nucléaires, en Irak, et demander une intervention militaire dans ce pays. Cependant, des pays comme la France considèrent que cette présence d'armes de destruction massive en Irak n'est pas avérée, notamment d'armes nucléaires. Et ils ne suivent pas les États-Unis. Ils disent qu'il vaut mieux continuer à développer sur place des inspecteurs de l'ONU qui vérifient les installations plutôt que de se lancer dans une guerre. Les États-Unis ont déclaré « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ». Et donc une crise éclate entre les États-Unis et la France, ce qui bouleverse d'ailleurs les alliances internationales à ce moment-là. La France utilise de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU et ne vote pas pour l'intervention militaire en Irak. Les États-Unis à ce moment-là vont outrepasser la décision de l'ONU et ils vont eux-mêmes déclarer la guerre à l'Irak. Le document 1, page 138, illustre cette guerre qu'on pourrait appeler la deuxième guerre du Golfe. Elle a lieu en 2003. Quelques pays comme le Royaume-Uni ou la Pologne suivront les Américains dans ce conflit. Donc retour en Irak pour les Américains. Le pays et la capitale sont conquis en à peine 21 jours. Saddam Hussein sera arrêté un petit peu plus tard. Pourtant, les attentats sur les civils et les soldats de la coalition se multiplient en Irak. Plus de 800 morts en deuil des troupes états-uniennes. En 2004, on transférera le pouvoir à des autorités irakiennes sous contrôle des États-Unis, mais les problèmes de sécurité perdurent. L'invasion de l'Irak révèle l'existence d'armes chimiques, mais d'armes nucléaires ou de destruction massive, il n'y en a point, et la France avait vu juste lorsqu'elle n'a pas suivi les États-Unis. Cette deuxième guerre du Golfe apparaît surtout comme une démonstration de force américaine et occidentale dans un pays qui, à partir de là, ne va pas trouver de stabilité politique. On peut donc noter sur votre fiche de travail, prétextant la présence d'armes de destruction massive, une coalition menée par les États-Unis envahit l'Irak en 2003, sans l'accord de l'ONU. C'est la deuxième guerre du Golfe. Ne parvenant pas à rétablir la paix, les États-Unis s'enlisent dans une guerre dite préventive.
On peut continuer maintenant avec la carte, le planisphère, page 140-141, un planisphère que je vous donne à compléter. Alors, sur ce planisphère, vous avez dans la légende les puissances à gauche, les États-Unis, les autres puissances, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez les BRICS également, pays émergents, et vous avez indiqué également les pays possédant l'arme nucléaire avec un petit triangle jaune. Et puis dans la partie droite de la légende, c'est tensions et conflits, donc ceux qui nous intéressent. On retrouve notamment les conflits majeurs avec des étoiles rouges, des risques d'affrontements majeurs, etc. Lorsque George W. Bush parlait de l'axe du mal et des États voyous qui menaçaient le monde, eh bien, il parlait de la Corée du Nord. Donc, la Corée du Nord se trouve au nord-est de la Chine. Vous avez Corée du Nord, Corée du Sud. Vous vous souvenez, on en avait parlé au moment de la guerre de Corée. La Corée du Sud est un pays capitaliste, démocratique, soutenu par les Américains, tandis que la Corée du Nord est restée une république populaire qui est sous les ordres d'un dictateur, Kim Jong-il, et ce dictateur-là brandit la menace nucléaire. Ce sont des conflits qui existent encore aujourd'hui, puisque l'année dernière, le dictateur a encore lancé des missiles en direction du Japon. Bon, ce sont des missiles d'essai, mais il y a une menace réelle. Donc la Corée du Nord. Il faut également compter avec l'Iran. Vous voyez l'Irak, l'Iran, c'est une grande nation à côté. C'est une république islamique. L'Iran a pour ennemi les États-Unis. Et même si l'Iran n'est pas contrôlé par des terroristes islamistes, on a affaire à un pouvoir islamique, en tout cas, qui cherche à s'opposer aux États-Unis et à la présence également des États-Unis dans la région, qui soutient l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Pakistan également est soutenu par les Américains et également Israël. Donc les problèmes avec l'Iran ne sont pas terminés non plus. L'actuel président des États-Unis a rompu les ponts avec l'Iran. Et l'Iran connaît actuellement des gros problèmes économiques ainsi qu'un mouvement de révolte populaire. Si on regarde sur le planisphère les pays possédant l'arme nucléaire, vous avez les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, également la Chine qui a été associée. Et depuis, eh bien, l'Inde s'est également dotée de l'arme nucléaire, ainsi que le Pakistan. On a laissé faire du fait que c'était des pays relativement démocratiques et qui contrebalançaient aussi l'équilibre des pouvoirs dans la région. Je vous propose comme trace écrite, carte page 140-141. Par ailleurs, certaines dictatures comme la Corée du Nord ou l'Iran chercherait à se doter de l'arme nucléaire, ce qui provoque des risques de prolifération nucléaire. Corée du Nord, l'Iran, risque de prolifération nucléaire. On va prendre le vocabulaire à ce sujet, page 148. Prolifération nucléaire, page 148. Augmentation du nombre de pays possédant l'arme atomique. Le Conseil de sécurité et l'ONU considèrent que cette prolifération est un risque pour la stabilité internationale, surtout si on a affaire à des pays qui ne sont pas démocratiques et qui sont prêts à faire la guerre. On vient d'évoquer à l'instant l'Inde et le Pakistan. On en avait parlé au moment de la décolonisation de l'Inde et je vous avais expliqué que au nord-ouest de l'Inde, existe une région qui s'appelle le Cachemire et c'est une région où demeurent des problèmes de revendication territoriale, l'Inde revendiquant ce territoire et le Pakistan considérant que ce territoire devrait lui revenir. Donc il y a des escarmouches, il y a des échanges de tirs sur la frontière et on pourrait prendre à ce sujet le dessin de Plantu que je vous ai mis sur la planche de document numéro 2. Je vous laisse prendre la planche de document. Alors sur ce dessin de Plantu, on voit l'oncle Sam avec son chapeau qui représente les États-Unis, qui a dans son dos une énorme bombe nucléaire et qui dit à 2 petits bonhommes qui se trimballent avec une petite bombe nucléaire sous le bras,
avec marqué Inde et Pakistan. Oncle Sam leur dit « Eh, vous deux, c'est quoi ces bombes ?» Une illustration du problème de la prolifération nucléaire. Le commentaire nous dit que l'Inde et le Pakistan possèdent l'arme nucléaire alors qu'ils n'ont pas signé le traité de non-prolifération. Caricature de Plantu parue dans l'Express le 21 octobre 1991. On peut donc noter ce conflit sur votre fiche de travail. L'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan en conflit sur un litige frontalier au Cachemire. Au Cachemire. C-A-C-H-E-M-I-R-E. Compte aussi peser une menace d'un conflit nucléaire. Ce conflit n'est toujours pas fini aujourd'hui. Le terrorisme va aussi s'exercer et se développer en Afrique et au Moyen-Orient et ne plus toucher directement les pays occidentaux. On pense par exemple à des organisations comme Al-Qmi qui désigne Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez également Daesh et puis Boko Haram également en Afrique. Pourtant, l'Occident va continuer à être choqué par ces attaques. On peut rappeler l'attentat contre le journal Charlie Hebdo à Paris, le 7 janvier 2015, qui a fait 17 morts. Le 13 novembre 2015, l'attentat dans la salle de concert du Bataclan, là aussi à Paris, avec 131 morts. En 2016, une attaque à Bruxelles au mois de mars avec 32 morts. Et puis sur la promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet, un camion fou qui va tuer 86 personnes. On peut donc noter sur la fiche l'extension de mouvements terroristes islamistes, en Afrique et au Moyen-Orient, déstabilisent des régions entières et font peser de nouvelles menaces pour le monde. La France a déployé une force d'intervention au Mali, notamment pour lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pour terminer ce tour d'horizon des conflits dans le monde depuis 1989, il faut évidemment parler des conflits au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, donc c'est cette région que l'on trouve à l'est de la Méditerranée, avec des pays comme Israël, l'Égypte, le Liban, la Syrie. On y trouve également les pays plus au sud comme l'Arabie et les pays pétroliers. C'est un carrefour stratégique et le contrôle et la stabilité du Moyen-Orient est un enjeu majeur pour les grandes puissances car c'est un lieu de passage d'importants échanges de pétrole. C'est un lieu d'importantes réserves de pétrole. Il faut évoquer maintenant un conflit ancien et qui n'a toujours pas trouvé aujourd'hui d'issue pacifique. Il s'agit du conflit entre Israéliens et Palestiniens. Vous pouvez prendre à ce sujet les documents que vous avez sur la planche. Vous avez en haut du document 2 petites cartes et puis une chronologie. Israël et la Palestine se trouvent dans la partie est de la Méditerranée. On va reparler à ce sujet de la population juive. En effet, les Juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale sont un peuple qui n'a pas de terre. Or, il existe un courant qui est assez ancien, qui date du XIXe siècle, qui s'appelle le sionisme et qui revendique la colonisation juive d'un territoire qu'on appelle la Palestine et qui se trouve donc en bordure de la mer Méditerranée, entre l'Égypte et le Liban. En 1947, l'ONU va adopter un plan de partage de la Palestine en 2 États. Il va y avoir un État juif, création d'un État juif, Israël prendra à peu près 55% du territoire, et un État arabe avec 45% du territoire pour les Palestiniens. Cet État juif sera proclamé en mai 1948. Mais dès 1948, des conflits vont exister entre Palestiniens et Israéliens. Les pays arabes environnants vont venir aider les Palestiniens dans un premier conflit. C'est une première victoire de l'armée israélienne. Un accord de paix est trouvé et Israël voit son territoire augmenter d'à peu près d'1 tiers par rapport au plan de partage de 1947.
À ce moment-là, la moitié des Palestiniens, 700 000 personnes sur 1,4 million de Palestiniens, seront exilés, vont être expulsés, ou en tout cas vont quitter les terres nouvellement occupées par les Israéliens. Des villages palestiniens sont détruits ou occupés par les colons juifs. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que dès la fin des années 40, les Juifs qui sont considérés par l'histoire comme un peuple persécuté dans le cadre de la Shoah se retrouvent eux-mêmes dans la situation de persécuteurs à travers les expulsions des Palestiniens. L'ONU d'ailleurs réclame à ce moment-là un droit au retour des réfugiés palestiniens, mais cette résolution n'est pas appliquée. Différentes guerres vont ensuite suivre, opposant Israël et les pays arabes environnants. Il y a la guerre des 6 jours en 1967, et là, à ce moment-là, Israël gagne et va même occuper une partie du désert égyptien, le désert du Sinaï, au nord, une partie de la Syrie, le plateau du Golan. Ils vont également occuper la bande de Gaza et la Cisjordanie, c'est-à-dire cette dent qui est à l'intérieur d'Israël. Vous voyez peut-être la carte, dans la partie est d'Israël, cette région qu'on appelle la Cisjordanie et qui était occupée par des Palestiniens. Le territoire israélien est à ce moment-là multiplié par 4. Une autre guerre sera la guerre du Kippour en 1973. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que pour cette guerre, Israël est armé par les États-Unis, tandis que les Palestiniens et les pays arabes environnants sont armés, notamment l'armée syrienne, sont armés par l'URSS. C'est un exemple de la guerre froide indirecte. Les premières tentatives de paix se feront jour en 1978 avec les accords de Camp David. Ces accords prévoient notamment un retrait des troupes israéliennes du désert égyptien du Sinaï. Ce retrait sera effectif en 1982. Et également, on parle de l'autonomie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Cette notion d'autonomie sera réaffirmée aux accords d'Oslo en 1994. Entre-temps, la colonisation israélienne s'accroît sur les anciens territoires palestiniens. Pourtant, Israël se retire officiellement de la bande de Gaza, où une autorité palestinienne pourra être effective même si l'armée israélienne la détruira plus tard en 2000. Depuis, ce sont des attentats ou des tirs de roquettes contre Israël qui ont lieu et Israël réplique régulièrement par des incursions armées en territoire palestinien. Vous remarquez sur la carte, finalement, qu'est-ce qui reste de territoire palestinien? Pas grand-chose. La bande de Gaza, avec une relative autonomie, tandis qu'en Cisjordanie, dans la partie est d'Israël, les territoires occupés par les Palestiniens sont des territoires sous contrôle mixte, c'est-à-dire l'armée israélienne y est responsable de la sécurité. Et à côté de ça, Israël construit également un mur, on le voit sur la carte, pour éviter les déplacements de population et assurer sa colonisation. Un conflit long, compliqué, qui ne trouve pas d'issue pacifique et dans lequel Israël montre une réelle volonté de colonisation des territoires palestiniens, tandis que les Palestiniens n'arrivent pas à faire reconnaître l'idée d'un État palestinien autonome et respecté. Enfin, il faut évoquer le conflit qui a lieu en Syrie. C'est vrai que j'en aurais pu le classer dans les guerres civiles. La Syrie, donc un pays qui se trouve au nord-est d'Israël, limitrophe avec l'Irak, avec le Liban. Et c'est un pays contrôlé par un dictateur, Bachar el-Assad. Et début 2011, le printemps arabe, c'est-à-dire ce mouvement de libération qui a touché les pays d'Afrique du Nord, le printemps arabe atteint la Syrie. Donc une volonté de démocratisation du pays, avec des manifestations et une remise en cause du pouvoir en place, se développe. Finalement, il va y avoir une guerre civile qui va être menée, et dans cette guerre civile, il y a différents acteurs. Il y a d'une part les forces de la dictature de Bachar el-Assad, d'autre part des forces syriennes libres cherchant une libération démocratique, et un troisième acteur qui constitue un mouvement islamiste en Syrie. Cet État islamique en Syrie apparaît en 2013. Il y a également au nord de la Syrie une population kurde qui joue également un rôle dans ce conflit. Ce conflit dans lequel la Russie et la Chine prennent part du côté du pouvoir syrien de Bachar el-Assad, contre d'autre part les États-Unis et l'Europe.
On se demande pourquoi la Chine vient intervenir dans ce conflit. Il y a une volonté d'exister sur la scène internationale. Les États-Unis interviennent de leur côté car le régime syrien est soutenu par l'Iran, ennemi des États-Unis. Quant à la Russie, elle cherche à maintenir des intérêts économiques dans la région liés notamment au pétrole et aussi elle cherche à garder le bon partenaire économique qu'est la Syrie. Enfin, j'aimerais terminer cette leçon par un enjeu qui est incontournable aujourd'hui dans le monde actuel, c'est l'enjeu environnemental. Je vous ai mis quelques notes sur votre fiche qu'on va lire ensemble. Depuis le milieu du XIXe siècle, la révolution industrielle, qui se répand progressivement sur la planète, associée à un accroissement de la population, s'accompagne de modes de production, d'échange et de consommation peu respectueux de la nature et de l'environnement. On constate une pollution de l'air, de l'eau et des sols, une destruction des espaces naturels et une intense exploitation des ressources naturelles. En termes de pollution atmosphérique, on peut regarder les deux graphiques que je vous ai mis sur la planche de document. Vous avez un graphique à gauche dont la source est le GIEC, un groupement d'études sur l'évolution climatique, un graphique qui nous montre l'évolution de la production de CO2, de gaz carbonique, de 1700, donc début du 18e, jusqu'aux années 2020. Et vous remarquez donc que cette production de gaz carbonique dans l'atmosphère de la planète évolue de façon exponentielle et cette augmentation du gaz carbonique a pour effet une sorte de halo de gaz qui se forme autour de la Terre et qui empêche une partie des rayons du Soleil de ressortir, d'être réfléchis par la Terre. Et donc ces rayons ne pouvant pas être réfléchis correctement, il y a un effet de serre entre cette couche de pollution qui est dans l'atmosphère et la surface de la Terre et une augmentation des températures. On parle de réchauffement climatique. On peut le noter sur votre cours. Ceci provoque en particulier un réchauffement climatique, qui constitue une menace sur l'existence durable des hommes sur Terre. L'enjeu environnemental consiste actuellement à réduire nos émissions de CO2 qu'on vient de voir. On appelle ça des gaz à effet de serre. Il n'y a pas que du gaz carbonique, il y a aussi du dioxyde de soufre. Donc, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on parle de GES, et consiste également à modifier nos modes d'exploitation et de consommation pour inverser la tendance. Le deuxième graphique que vous avez sur la planche de document nous permet de voir l'évolution des émissions de gaz carbonique entre 1990 en noir et 2010 en bleu. Vous remarquez que certains pays ont eu tendance à limiter malgré tout leurs émissions de gaz carbonique. Regardez par exemple l'Union à 27 a diminué ses productions, la Russie également. Par contre, les États-Unis, d'autres pays hors de la Chine et surtout la Chine ont eux continué à augmenter leur émission de gaz carbonique entre 1990 et 2010. Donc c'est pas très réjouissant, les perspectives actuellement ne sont pas très bonnes, hormis le fait peut-être du confinement, puisque ce confinement permet à la planète de souffler un petit peu. On peut se demander si ce confinement ne va pas aider les nations à trouver des solutions de façon un peu plus efficace pour s'engager dans un développement véritablement durable. Voilà, c'est la fin de ce cours encore assez complexe. Je vous ai donné une carte des conflits dans le monde à compléter et vous avez également la chronologie que vous pouvez compléter qui se trouve à la fin de la planche numéro 2. Vous pouvez utiliser votre livre, page 141. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois pour un nouveau cours.